Vivre avec les VIH. Aujourd'hui, on va parler des médicaments innovants et des enjeux des prix et d'accessibilité. Bonjour Agnès Certain, pharmacienne et praticienne hospitalière. Bienvenue. Bonjour. Merci Agnès d'être là et bonjour à Solène Bazin, chargée des plaidoyers chez Aide, Prévention et Thérapeutique et aussi représentante de l'association TRT5-CHV. Bonjour. Bonjour Solène, merci beaucoup d'être venue à Vivre avec les VIH. Du coup, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre mieux les fonctionnements des nouveaux médicaments. Nous allons questionner aussi leur accessibilité et nous essaierons de comprendre mieux comment les prix sont négociés et à quel niveau les associations des patients peuvent intervenir. Agnès, je commence par toi. Est-ce que, depuis plusieurs années, on parle d'une nouvelle génération des médicaments, nouvelles molécules, nouveaux fonctionnements. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que tu peux un peu nous faire une peinture de ce scénario? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors je vais expliquer de manière le plus claire possible. En fait, pour lutter contre le virus du VIH, en fait, on a déployé une panoplie de produits qu'on appelle des molécules, en fait, depuis bien longtemps maintenant, puisque les premiers produits, ça date de 1987. Et effectivement, pour l'instant, on ne peut pas tuer le virus. Alors, on utilise des produits qui vont empêcher le virus de progresser dans le corps, et plus particulièrement dans certaines cellules qui s'appellent les globules blancs ou des lymphocytes. Tout le monde connaît peut-être les lymphocytes CD4, qui sont les cellules de défense du corps. Et donc, on a mis au point des produits qui vont agir de 5 grandes manières. Alors, il y a des produits qui vont agir pour empêcher le virus de rentrer dans ces cellules. Alors, on a plusieurs produits qui empêchent le fait de rentrer, le virus de fusionner avec l'entrée dans la cellule. Il y en a d'autres qui vont empêcher le virus d'aller au cœur même de la cellule, qu'on appelle le noyau. Et là, ça a été les premiers produits. D'ailleurs, il y a presque une quarantaine d'années maintenant. Là, il y a des nouveaux produits aussi vraiment intéressants. Et puis, il y en a d'autres encore qui vont encore plus au cœur de la cellule, empêcher le virus de se mettre même dans le noyau, c'est-à-dire le cœur de la cellule. Là aussi, dans les nouveaux produits dont on va parler, il y a des représentants. Et puis, il y en a encore des très nouveaux qui vont empêcher le virus de faire des plus petits virus. On appelle ça des virions. Là, ça ici, les premiers produits, c'était 1996, et puis maintenant, il y en a encore des nouveaux. Vous voyez, une panoplie énorme, il y a plus d'une 50aine de produits. Et enfin, il y a des produits encore plus récents qui s'appellent des anticorps neutralisants, qui vont essayer d'empêcher certains morceaux du virus d'être actifs. Voilà, donc c'est une grande panoplie. Donc, je dirais il y a 5 grands mécanismes énormes, et à l'intérieur de ça, beaucoup de produits dont les uns et les autres ont évolué au fur et à mesure des années. Comme le virus, on ne peut pas le tuer, eh bien, on va utiliser une stratégie qu'on connaît maintenant depuis les années 96, avec les fameuses trithérapies. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs produits pour essayer d'empêcher le virus à plusieurs endroits de venir s'installer dans les cellules. Donc maintenant, la plupart du temps, c'était ce qu'on appelait la trithérapie. 3 produits ayant 3 manières de fonctionner différemment. Et puis, plus récemment, eh bien, on va même, pour les gens qui ont le virus qui est bien endormi, utiliser parfois 2 produits seulement, ce qu'on appelle l'ibithérapie. C'est des choses qui maintenant se font de plus en plus couramment avec des produits très puissants. Voilà. Et donc, voilà, je brosse le paysage pour mieux faire comprendre ce qui va se passer pour les nouveaux produits. Oui, et si on peut nommer quelques derniers produits, on a entendu parler plus récemment du cabotegravir, du lenacapavir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, est-ce qu'ils fonctionnent de la même manière? Alors, déjà, je voudrais bien préciser que quand on utilise ces produits, on peut les utiliser pour soigner les personnes qui sont séropositifs, qui ont donc le virus.
Et je pense qu'on va aussi parler de l'utilisation de ces mêmes produits, mais pour les personnes qui n'ont pas le virus. On appelle curatif avec le fait qu'on ne va pas guérir, mais que c'est les personnes malades, enfin en tout cas qui hébergent le virus, et d'autres qui ne l'ont pas. Les produits utilisés sont les mêmes. D'accord ? Alors, effectivement, on parle du cabotegravir, qui est utilisé à la fois pour les personnes malades, séropositives, et les personnes qui n'ont pas le virus. Le cabotegravir, en fait, il a une mécanisme d'action qui est déjà connu. Ce n'est pas en soi nouveau en tant que tel. Donc, les premiers produits, ça a été ce qu'on appelle le dolutegravir, par exemple, qui a été utilisé, ou le raltegravir, qui est déjà ancien. Et lui, il ajoute du nouveau dans la mesure où, d'abord, il est mieux connu, donc ça donne des avantages. Et puis, effectivement, il est très puissant. Donc, et moins d'effets indésirables. Donc celui-là, on l'utilise même s'il n'est pas très nouveau. L'autre que tu as cité, Christina, est le lenacapavir. Le lenacapavir, effectivement, c'est un mécanisme d'action beaucoup plus récent en termes d'utilisation, qui lui, on appelle un inhibiteur de capside, pour le nom technique, et qui va lui faire en sorte que le virus, quand il essaie de faire des nouveaux petits virus, il va l'empêcher de réassembler l'enveloppe du virus. On appelait la capside, son enveloppe. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Le lenacapavir est le premier représentant de cette famille-là, effectivement. Son deuxième avantage, mais qui n'a pas à voir avec son mécanisme d'action, c'est qu'on a beaucoup amélioré, c'est l'autre chose que je voulais dire dans les avancées, c'est qu'on a amélioré la manière de se servir de ces produits. Donc, c'est-à-dire, d'abord, ils sont plus puissants et moins toxiques, mais surtout, on prend moins de comprimés, on les espace plus, il y a moins de contraintes alimentaires. Et lui, le lenacapavir, il a une propriété particulièrement intéressante qui est de durer longtemps dans le corps, ce qui permet d'espacer les prises. Donc, voilà la nouveauté, entre autres, du lenacapavir. Oui, on va rentrer dans tout ça. Mais Solène, pour toi, du côté associatif, on parle des nouveaux produits. Est-ce qu'il y a un enjeu d'accessibilité de ces produits par rapport à la population qui pourrait usufruire ? Oui, il y a un véritable enjeu d'accessibilité à ces nouvelles technologies de santé, à ces nouveaux produits de santé, malgré leur efficacité en fait clinique, pharmaceutique. L'enjeu pour les personnes vulnérables au VIH, il est de pouvoir avoir accès à ces nouveaux produits de santé. Donc, ça va dépendre du déploiement des produits. Et donc, c'est pour ça que nous, les associations de lutte contre le VIH, on va militer sur toute la chaîne en fait, du parcours du médicament, des enjeux de recherche, notamment par exemple pour une recherche la plus représentative possible, jusqu'aux enjeux de déploiement et puis de commercialisation du produit de santé. Là, on donnait l'exemple du cabotegravir, du lenacapavir. Donc, nous, en ce moment, on travaille sur ces molécules qui sont en train d'être développées en prophylaxie pré-exposition. Donc, comme le disait Agnès, sur les traitements de prévention pour les personnes qui n'ont pas le virus. Et tout l'enjeu va être de pouvoir déployer largement ces nouveaux produits quand ils vont être disponibles sur le marché, notamment pour pouvoir atteindre les personnes qui aujourd'hui ne prennent pas la PrEP, le traitement de prévention qui est disponible sur le marché. Aujourd'hui, la PrEP qui est disponible sur le marché, c'est un comprimé qui se prend par voie orale, alors qu'il peut se prendre soit tous les jours, soit sur quelques jours au moment du rapport sexuel. Et là, ces nouvelles PrEP, ces nouveaux traitements de prévention qui sont en train d'être développés, c'est des PrEP qui vont être administrés par injection et qui ont pour avantage d'être ce qu'on appelle à longue durée d'action. Et le cabotegravir, par exemple, c'est donc un médicament qui va
être administrée tous les 2 mois et la PrEP à base de lénacapaviir, elle sera administrée tous les 6 mois. Mais l'importance, c'est que ces médicaments, ils peuvent être intéressants pour améliorer la qualité de vie des personnes, et puis ils peuvent être aussi très intéressants pour les personnes qui ont des difficultés avec l'observance au traitement, qui ont des difficultés à prendre un traitement tous les jours, ou qui sont très éloignés du système de santé. Donc l'intérêt qu'on voit dans ces technologies, c'est de pouvoir aller atteindre justement les personnes qui n'ont pas accès à la prévention qui existe aujourd'hui dans les pharmacies et qui est disponible. Notamment puisque les études, et notamment c'est le groupement EPIPHAR qui nous met ces données à disposition, nous montrent bien que chaque année avec son bilan, que les personnes qui sont usagères de la PrEP sont majoritairement des HSH, donc des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, plutôt urbains, avec une moyenne d'âge de 36 ans, plutôt CSP+, et que les personnes bénéficiaires de l'AME, les jeunes HSH précaires, et puis les femmes, et notamment les femmes hétéro-migrantes, n'ont que très peu accès, en fait, à la PrEP. Donc voilà, c'est pour ça que la question de l'accessibilité, comme tu disais, est un véritable enjeu pour ces populations. Et ça joue beaucoup dans ce que tu viens de dire aussi sur le galénique du médicament. Agnès, justement, est-ce que pour toi, en tant que pharmacienne, une offre des galéniques différentes, c'est quelque chose d'intéressant qui peut donner de l'importance, entre guillemets, à un médicament ou pas, en fait? Oui, alors effectivement, ce qu'on appelle la galénique, c'est la science qui consiste à mettre en forme le médicament, par exemple sous forme d'un comprimé, une gélule ou un sirop, ou effectivement sous forme injectable. Parce que les produits eux-mêmes, quand ils rentrent dans le corps, ils ont un cheminement très particulier que les pharmaciens étudient, les pharmacologues, mais on peut encore améliorer, on appelle optimiser la manière dont le médicament va se comporter dans le corps. Par exemple, parce que si le médicament ne dure pas assez, on peut essayer de prendre des moyens, qu'on appelle les moyens galéniques, pour le faire durer plus longtemps, par exemple, ou qu'il soit moins toxique, ou qu'il aille en plus grande quantité où on veut, par exemple. Donc on appelle cibler. Voilà. Et donc, effectivement, comme je l'expliquais, par exemple, on a amélioré tellement. Il y a toujours à faire. Par exemple, le fait que maintenant, on a des trithérapies en un seul comprimé, ça a été des efforts et des progrès galéniques, effectivement. Le fait que maintenant, on prenne une fois par jour, par exemple, c'est aussi des progrès. Avant, si on se souvient, on prenait à l'époque le rétrovir, on le prenait 6 fois par jour. Voilà. Donc tout ça, c'est des progrès galéniques. Donc on améliore par différents procédés techniques c'est la manière dont les molécules vont se comporter. Alors, je pense que tu souhaites que je vienne à fameux cabotegravir et lénacapaviir. Effectivement, là maintenant, les cabotegravir, par exemple, on l'a mis sous forme injectable et on va utiliser plusieurs manières pour qu'il dure actuellement, ce qui est commercialisé, 2 mois. Il y a des études qui essaient de le faire durer plus longtemps et on y arrivera. Parce qu'effectivement, le produit lui-même, il a une certaine manière d'être transformé dans le corps qui le fait durer plus longtemps que les précédents de la même famille. Mais également, on l'associe dans l'ampoule à des substances qui vont permettre, quand ils sont injectés dans la fesse, puisque c'est là qu'on le met, dans le muscle fessier, de constituer une espèce de réservoir. Et là, le produit va se libérer sur un temps qu'on calcule. Tout ça, c'est testé de manière très, très précise pour qu'on garantisse que la concentration du produit dans le corps soit délivrée à une concentration suffisante
pour inhiber le virus, pour empêcher le virus d'agir, mais en même temps pas trop toxique. Donc c'est vraiment très... Il y a de l'ingénierie, on dirait, l'ingénierie galénique, pour arriver à ce résultat. Et donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles les recommandations ensuite d'utilisation par les médecins, les infirmières, les pharmaciens et le patient sont précises. Parce qu'en fait, quand on a obtenu le résultat, que ça dure et garantit 2 mois, en fait, c'est dans des conditions très précises. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour l'instant, on utilise ce qui est prouvé dans le muscle fessier. Alors, je sais qu'il y a, pour l'instant, on essaie de dire, oui, mais pour les personnes, soit qui ont un surpoids à ce niveau-là, par exemple. Donc, du coup, il y a beaucoup de graisse. Soit pour des personnes pour lesquelles ils ont des ajouts de silicone. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a des études qui essaient de montrer que ça sera la même chose, ou pas, quand on va l'injecter dans d'autres muscles. Par exemple, la cuisse, ou par exemple, le bras, par exemple. Mais pour tout ça, pour dire combien c'est précis et qu'on doit essayer de respecter toutes ces recommandations de manière à ce qu'on ait la meilleure efficacité possible et la meilleure tolérance, bien sûr, également. Voilà un petit peu le panorama. Oui, ça peut être vraiment un avantage d'efficacité, utiliser une forme injectable dans ce sens, mais ce n'est pas pour tout le monde. Moi, on ne peut pas les proposer à tout le monde. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, comme on connaît le cabotegravir, on l'a utilisé. Ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'on a des études sur cette forme-là. Donc, maintenant, on la connaît de mieux en mieux. Donc, on a appris aussi de toute cette expérience. Donc, on essaie maintenant, par exemple, pour les personnes en surpoids, on sait que... Alors, il y a une technique d'injection très particulière pour le cabotegravir, de manière à ce qu'on puisse constituer ce petit réservoir dans le muscle fessier. Mais effectivement, pour atteindre le muscle, parfois, il y a une couche éventuellement de graisse, on va utiliser des aiguilles particulières, bien fines quand même, pour ne pas faire mal, de manière à aller bien en profondeur le mettre. Par exemple, c'est des choses qu'on va faire. Ce qu'on fait aussi, pour garantir qu'on est toujours dans la bonne concentration, on va doser le médicament dans le sang pour savoir s'il se délivre de manière tout à fait identique. Donc, il y a des laboratoires, entre autres à Paris et dans mon hôpital à Bichat, pour lesquels on dose le médicament pour voir si on est bien. Voilà. Donc, on prend maintenant un certain nombre de précautions avec ce qu'on sait maintenant, de manière à améliorer. Et encore une fois, alors je sais que j'ai vu aussi passer qu'on voudrait que, pour certains patients qui le souhaiteraient, qu'ils fassent des auto-injections. Alors dans la fesse, c'est un peu plus compliqué, mais donc c'est pourquoi on développe maintenant les essais autour de s'injecter autre part. Voilà, donc tout ça, c'est des améliorations qu'on va mettre en place. Parce que tout ça, ça permettra de joindre le plus possible largement la population de tous niveaux, des caractéristiques différentes, d'attente, etc. Il y a du coup dans un parcours du médicament, Solène elle a un peu dit au début, une longue chaîne. À un moment, il y a aussi la Haute Autorité de Santé qui intervient à notre avis de manière assez importante. J'avais invité aujourd'hui en plateau l'HAS, ils n'ont pas pu être présents, mais je les ai eus au téléphone. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose d'écouter ensemble cet entretien avec le professeur Pierre Cochat, qui est le président de la commission transparence au sein de la Haute Autorité de Santé, qui va nous expliquer le rôle de l'HAS, à quel moment il intervient dans les parcours du médicament. On l'écoute ensemble, on va les commenter tout de suite après. Bonjour, Pierre Cochat, donc je suis membre du collège de la Haute Autorité de Santé et président de la commission de la transparence, qui est la commission qui évalue principalement les nouveaux médicaments. Exactement, on va rentrer dans ça tout de suite. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez aussi expliquer à nos auditeurs l'Haute Autorité de Santé, depuis sa création, disons son rôle et les enjeux de sa création et les liens avec la sécurité sociale? Alors, elle a été créée en 2004 et c'est une autorité publique
qui a comme particularité d'être indépendante des politiques, indépendante des industriels, indépendante des sociétés savantes, totalement indépendante, qui est scientifique et qui est transparente. Voilà, c'est les 3 caractéristiques qui nous définissent et qui sont très importantes pour qu'on remplisse nos missions correctement. Alors nos missions, elles concernent tout un tas de domaines. Il y a l'évaluation des médicaments, il y a l'évaluation des dispositifs, il y a tout un tas d'autres activités d'évaluation, des actes aussi, de tout un tas de choses. Ensuite, il y a des recommandations qui sont faites aussi par la Haute Autorité de Santé, des recommandations dans tous les domaines, dans le domaine médical, médico-social. Il y a aussi toute une activité d'évaluation des établissements de santé, d'accréditation des établissements de santé, de certification des établissements de santé, de certification des professionnels aussi de santé. Et puis il y a tout un tas aussi d'évaluation des effets indésirables graves, de satisfaction des usagers. Voilà, il y a tout un tas de domaines comme ça qui sont couverts, qui concernent tous les aspects de la santé. Mais j'insiste bien à la fois sur les aspects médicaux et sur le médico-social, qui est un volet très important aussi de notre activité. Très bien. Et pour revenir du coup à la commission de la transparence dont vous êtes le président, du coup la commission de la transparence, elle intervient quand un médicament a déjà eu l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM. Et c'est là, du coup, le laboratoire, il veut commercialiser le médicament et l'inscrire dans les médicaments remboursables. Et c'est là qu'intervient la HAS. Du coup, ce sont lesquels vos critères de jugement pour noter un nouveau médicament? Alors, oui, votre présentation est tout à fait juste, mais pas complète. C'est-à-dire que pour ce qu'on appelle le droit commun, pour la plupart du temps, si vous voulez, effectivement, on intervient après l'AMM, qui est délivrée par l'ANSM. Pour cette évaluation, on utilise principalement 2 critères. Le service médical rendu, qu'on appelle le SMR, ou l'amélioration du service médical rendu, qu'on appelle l'ASMR. Alors en fait, c'est difficile à quantifier et c'est pour ça qu'il y a une commission qui est faite de 29 personnes d'horizons différents, principalement des médecins, mais il y a aussi des pharmaciens et des usagers, des représentants des patients. Le SMR, en gros, pour parler de manière plus claire, c'est le bénéfice clinique démontré. Et l'ASMR, on considère que c'est plutôt la valeur ajoutée démontrée. Alors le SMR, il peut être soit insuffisant, soit suffisant. Et quand il est suffisant, il peut être important, modéré ou faible. Ce SMR va permettre de déterminer le taux de remboursement du médicament. Donc, il est destiné principalement à l'assurance maladie. L'ASMR, c'est-à-dire la valeur ajoutée démontrée, c'est l'amélioration du service médical rendu, on considère que c'est la valeur ajoutée démontrée qui nécessite donc toujours une comparaison. Et ça va permettre la négociation du prix du médicament avec une structure interministérielle qui s'appelle le CEPS. Oui. Et le CEPS, c'est une structure qui dépend du ministère de la Santé, qui dépend du ministère de l'Économie et qui dépend du ministère de l'Industrie. Avant d'arriver à cette étape, je vais m'arrêter sur l'évaluation de l'ASMR. En fait, c'est ça qui m'intéresse en particulier dans cette émission, parce que à ce moment, les nouveaux médicaments qui ont apparu sur les marchés intéressants pour les personnes qui vivent avec le VIH ou qui devraient se protéger du virus, ils apportent des nouveautés pour nous, associatifs, très importantes. C'est dans leur forme galénique. Je parle des injections, de la forme injectable. On a l'impression que cet critère n'est pas tout à fait important pour l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu. Est-ce que je me trompe ou c'est bien cela? Alors, vous avez commencé en disant que vous parliez de l'ASMR et là maintenant vous me parlez du service médical rendu. De l'amélioration du service médical rendu. D'accord.
D'accord. Donc ça concerne le prix du médicament. Ça ne concerne pas du tout son remboursement ni son accessibilité. Ça concerne donc que le prix que va déterminer l'industriel. Donc ça ne concerne pas directement les patients, je dirais. Ça, c'est le premier point. Je vous dis dans quel sens ça concerne les patients. Je vous dirai. Je vous laisse finir, après je vous dis dans quel sens. Je vois un petit peu, mais donc nous, on peut valoriser ces choses-là. Sur le principe, ça peut être valorisé. L'utilisation, le mode d'administration, ça peut être valorisé dans ce qu'on appelle l'intérêt de santé publique. Ça pourrait être valorisé dans l'ASMR si on a la démonstration du bénéfice apporté par la présentation en question. Je parle bien de démonstration. Quand je vous parlais de l'ASMR, je vous ai dit que c'était aussi la valeur ajoutée démontrée. Nous, on est scientifique, ça peut paraître un peu dur des fois, mais on a besoin de démonstration pour tout. Même quand un produit présente un avantage d'utilisation, il faut que le bénéfice pour le patient soit démontré. Ce qui, malheureusement, n'est pas souvent envisagé par les industriels. On a même des situations où un même industriel dispose lui-même, fabrique lui-même deux conditionnements très différents, mais alors qu'il a tous les outils pour le démontrer, il ne démontre pas que l'un fait mieux que l'autre, ou que l'un est mieux accepté que l'autre. Du coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure de l'intérêt pour les patients, je parle surtout des médicaments préventifs. Et le cas, les derniers cas que nous avons eus, pour expliquer aussi à nos auditeurs, c'est là, en 2024, là tout récemment, du coup, par l'HS, c'était évalué la PrEP injectable cabotegravir du laboratoire Viv, et où cette forme galénique, pour nous, c'est une nouvelle chose, et elle recevait une ASMR plutôt bas, parce que ça existe déjà la PrEP. On sait, mais au niveau de l'efficacité du médicament préventif, beaucoup dépend de l'adhésion des patients. Et comme vous disiez, en fait, vous aurez besoin en fait, que cette adhésion du patient à cette nouvelle forme soit démontrée scientifiquement pour avoir une ASMR plus haute. Et oui. Par exemple, de quelle manière? Des recherches? Ça fait appel, non. De toute façon, maintenant, c'est trop tard puisque l'ASMR a été délivré. Oui, pour ce cas, oui. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la HAS peut revoir un médicament à tout moment s'il y a des données nouvelles. Et les données nouvelles, ça peut parfaitement venir de ce qu'on appelle les données de vie réelle, c'est-à-dire que si une étude prospective démontre que l'utilisation de telle ou telle forme apporte un bénéfice bien défini et démontré scientifiquement, nous, il n'y a pas de problème, on revoit l'évaluation et si elle doit être réajustée, elle est réajustée. C'est une situation qui se produit assez souvent. Mais c'est une démarche, comme ça concerne le prix du médicament, c'est une démarche qui dépend vraiment de l'industriel. C'est-à-dire que l'industriel doit mettre en place cette étude en vie réelle et doit démontrer que ça apporte quelque chose. Grosso modo, il y a beaucoup de médicaments, là je comprends tout à fait votre exemple et je le connais, mais il y a beaucoup de situations où la présentation est un vœu de l'industriel, mais ce n'est pas forcément démontrer que vous disiez que l'observance pouvait être meilleure, ok, mais démontrons qu'elle est meilleure. Encore une fois, nous, notre raisonnement, il est basé sur l'intérêt du patient. Ce qui compte pour nous, c'est le patient. C'est pas l'industriel, c'est le patient. Et donc, il faut qu'on ait des démonstrations pour le patient afin qu'on puisse lui garantir que tel ou tel élément est réellement bénéfique pour lui. Mais l'étude, c'est le labo qui doit les lancer. Oui, ça peut être, c'est le labo habituellement parce que c'est lui qui doit défendre son produit, mais ça peut être aussi une étude faite par des académiques, hein, ça peut être une étude, après elle peut être utilisée par l'industriel bien sûr, mais l'initiative de l'étude peut venir de n'importe qui. C'est l'industriel qui doit s'en emparer pour nous démontrer qu'il y a des choses nouvelles. Il arrive assez souvent que des industriels reviennent vers nous avec des données qui ne sont pas initiées par eux, qui sont collectées par eux, qui sont étudiées par eux, mais qui ne sont pas initiées par eux. D'accord. Et tout à l'heure, du coup, vous avez dit très clairement que l'ASMR est important dans la dernière phase, celle où on va établir le prix du médicament entre le comité économique des produits de santé et l'industriel. C'est une phase un peu
j'ai dit de mon point de vue, obscur, parce que ça se passe à huis clos. On ne peut pas savoir vraiment à quel niveau il y a ces échanges. On connaît seulement du coup l'évaluation de l'ASMR que la HAS a donnée, mais on ne connaît pas les autres enjeux. Les règles d'utilisation, oui. Je vous rassure, on ne les connaît pas non plus. Oui, voilà. Mais on a vu, par exemple, une ASMR bas, mais pas sûrement dans une bonne position pour négocier l'industriel, mais en même temps, ça peut se retourner contre, c'est-à-dire que l'industriel, il peut aussi décider de ne pas commercialiser les médicaments, si les prix, ça ne lui convient pas. Oui, bien sûr. Et ça, bien sûr, mais c'est un petit peu une forme de chantage. Ça, c'est une situation c'est un petit peu une condition. C'est comme si l'industriel disait je commercialise mon médicament que si j'ai le tarif que je souhaite. Ok, ça peut s'entendre, hein, sous un angle commercial, ça s'entend tout à fait, c'est même logique, j'ai envie de dire. Sur un plan médical et éthique, ça s'entend un petit peu moins parfois. Et tout à l'heure, vous avez dit aussi que dans la phase des évaluations de l'HAS, les associations peuvent contribuer à votre évaluation. Effectivement, il y a une espèce, si je ne me trompe pas, d'un dossier qu'on peut compléter. Mais du côté des associatifs, on n'a pas accès au dossier complet de l'industriel. Ça s'est fait un peu à l'aveugle. Non, c'est pas vraiment à l'aveugle, il y a quand même un minimum d'informations, mais c'est un sujet qui a été beaucoup discuté, vous avez raison de poser la question, parce qu'il y a une demande effectivement des associations, mais il y a deux objections. Je dirais que les associations n'ont pas la formation pour pouvoir intégrer toutes les données, mais ça c'est pas le plus important parce que à la limite ça peut s'acquérir, on peut trouver des personnes qui peuvent aider dans ce cas-là. Mais l'autre point, c'est que ça a été considéré sur le plan juridique comme un accès possible à une forme de pas d'espionnage, mais enfin de connaissance industrielle qui n'est pas réglementaire. Donc là, pour le coup, c'est aussi pour protéger l'industriel que ça n'a pas été accepté. C'est un sujet qui a été très très discuté. Je comprends tout à fait la démarche, mais je comprends aussi la décision finale qui a été prise et qui relève vraiment d'aspects juridiques. Et j'ai une dernière question par rapport à un médicament que vous allez évaluer d'ici fin 2025, si je ne me trompe pas sous les calendriers, c'est le lenacapavir, dont on a commencé déjà beaucoup à entendre parler. Est-ce que ça pourrait, imaginer les mêmes scénarios qu'avec les cabotegravir, ou c'est des autres enjeux dans ce cas? Là, je ne peux pas du tout vous dire. Dans la mesure où je n'ai pas la connaissance complète du dossier, malheureusement, j'aimerais bien vous répondre, mais je ne peux pas parce que, vous savez, jusqu'au dernier moment, on reçoit des informations qui peuvent être totalement décisives. Donc, non, je peux pas répondre à la question. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est vraiment que je ne peux pas. D'accord. Je peux pas, on peut, si vous voulez, dans la mesure où on représente une autorité quand même assez importante, on ne peut pas se prononcer sur des hypothèses, c'est pas possible. Encore une fois, parce qu'on raisonne toujours finalité patient et on estime qu'on doit toujours la vérité et la complétude aux patients. Si vous permettez, quand j'ai commencé une phrase que je n'ai pas terminée parce que par rapport à l'AMM, je vous avais dit qu'on voyait la plupart du temps les médicaments dans le cadre du droit commun après l'AMM, mais vous savez aussi que la Haute Autorité de Santé, et cette fois-ci c'est la Commission de la Transparence et le Collège, qui donne des autorisations d'accès précoce aux médicaments. Et le VIH peut tout à fait être considéré par ça, parce que c'est une possibilité qui a été faite justement dans le cadre de l'accès à l'innovation. Et dans le cadre de l'accès précoce, il y a deux cas de figure. Soit c'est des autorisations d'accès précoce post-AMM, ok, donc là c'est encore une fois après l'AMM, mais il y a aussi des accès précoces pré-AMM. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous préciser, juste pour vous dire qu'il y a un cadre malgré tout qui se situe avant l'AMM.
Et voilà, c'était le professeur Kocha, présidente de la commission transparence de l'HAS. Elle nous a dit beaucoup de choses. À un moment, j'ai l'impression même qu'il m'a un peu soupçonné de faire le jeu du laboratoire. Non, je veux bien rassurer les professeurs, ce n'était pas du tout mon rôle, mais c'est toujours défendre les droits des patients. C'est ça, c'est pour cela que nous sommes là. Est-ce que un plateau, vous voulez rebondir à quelque chose que le professeur nous a dit, à quelque chose en particulier? Solène, Agnès? Solène? Oui, je veux bien, merci. Effectivement, en fait, il y a plein de choses qui ont été dites. Déjà, dans un premier temps, effectivement, sur la prise en compte de la galénique, justement, dont on parlait juste avant avec Agnès, dans l'évaluation de la Haute Autorité de Santé, effectivement, comme le dit le professeur Kocha, il y a ce que veulent bien, ce qu'apportent en fait comme données les industriels dans le dossier qu'ils déposent à la Commission de la transparence. Et effectivement, en fait, eux, ils se basent ensuite sur leurs démonstrations. Pour autant, il reste que dans les règles en fait de fixation de l'ASMR, elles ne diffèrent pas en fait en fonction de si on est sur un médicament de prévention ou sur un médicament curatif. Ce qui a pour conséquence en fait justement le fait qu'on ne prenne pas en considération justement les critères qui vont être la potentialité de l'adhésion de la population cible et en fait on va comparer deux spécialités en se concentrant sur l'efficacité des traitements dans des essais contrôlés et ça ne permet pas en fait d'envisager que la nouvelle technologie qui est évaluée puisse réduire les barrières à l'adoption du produit, à la rétention en fait dans le parcours de prévention des personnes. Donc voilà, donc il y a effectivement la démonstration que font les industriels, mais la commission de la transparence a tout de même des critères d'évaluation qui lui sont propres et que voilà, on considère pas adaptés aux médicaments de prévention. Je voudrais aussi juste effectivement rebondir rapidement sur ce que disait le professeur Kocha puisque tu l'interrogeais sur l'enjeu d'accès en fait et de la connaissance du dossier des industriels qui est voilà, c'est effectivement un sujet qui est défendu par les associations et effectivement, donc tu le dis, nous, en fait, en tant qu'association de représentants d'usagers, on va participer à l'évaluation d'un médicament en ce qu'on contribue à l'évaluation. En fait, quand un médicament est évalué par la Commission de la transparence, nous, on peut déposer une contribution à son évaluation. On l'a fait, par exemple, l'été dernier. Donc, la Haute Autorité de Santé, la Commission de la Transparence, a rendu son évaluation sur ce fameux cabotegravir en prévention. Et les associations, le TRT5-CHV, AIDE, ont contribué à cette évaluation. Là, un questionnaire qu'on remplit. Voilà. Et comme tu le disais, pour faire cette contribution, pour autant, nous n'avons pas accès aux dossiers déposés par les industriels. Ce qui est problématique dans le sens où en fait on ne sait pas ce qui a exactement été déposé. Alors on a officieusement on échange avec l'industriel régulièrement en fait, on échange avec les différents acteurs et actrices de la santé et du médicament. Donc on a finalement un bagage pour comprendre et envisager les enjeux du nouveau produit, mais on n'a pas accès à ce dossier. Alors, effectivement, tous les militants associatifs n'ont pas de
formation scientifique à proprement parler, universitaire, etc. Pour autant, ils ont ce qu'on appelle le savoir expérientiel, notamment de vie, en fait, avec le virus, avec la maladie, ou bien avec les critères de vulnérabilité, d'exposition aux produits. Voilà. Et la seconde objection que pouvait mentionner aussi le professeur Cochat sur le plan juridique, effectivement, on a une limite réglementaire qui vise à protéger le secret industriel et que justement nous, sur le fond, on considère comme bien dommageable puisque à ce titre, donc, on considère que il y a bien justement une priorisation de l'industriel et des intérêts industriels sur les intérêts des personnes concernées. Merci. Merci Solène de toutes ces informations aussi que tu nous as données. Agnès, il y a quelque chose qui t'a touché particulièrement? Oui, tout à fait. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pourrais donner quelques éléments. Alors, effectivement, le professeur Cochat mentionne la complexité et la lourdeur, je dirais, du processus. On pourrait même mentionner que l'aventure, elle commence déjà à l'agence européenne. Et que déjà, pour arriver en France, il faut, pour maintenant l'immense majorité des molécules, on passe par une autorisation de l'Agence européenne du médicament. Et donc, c'est préalable encore. Donc, le cabotegravir, lui, il l'avait déjà. Et tout ça pour mentionner, par exemple, le lenacapavir, actuellement, est en demande auprès de l'Agence européenne. Donc, avant que ça arrive sur les différentes commissions françaises, il y a déjà cette étape-là. Et après, il y a toutes les différentes étapes françaises dont a parlé le professeur Cochat. Donc, pour dire un peu la lourdeur des choses et que tout n'est pas aussi entre les mains, je dirais, de la France, sachant aussi que les associations sont aussi au niveau européen, aussi pour essayer d'agir encore en amont en tant que tel. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est que, bien entendu, dans tous ces critères, on l'a moyennement dit dans toute cette interview, c'est l'histoire de prix qui rentre en compte. Actuellement, on peut trouver la bithérapie préventive PrEP entre 60 à 100 euros par mois, donc pour 2 mois, autour de 200 euros, mettons, pour être large. Et qu'actuellement, le cabotegravir alors, si on parle en curatif, on est en bithérapie, et là, on est autour de 1200 euros pour 2 mois. Si on est en PrEP, donc en cabotegravir, on est autour de 850 euros pour 2 mois. Donc, on peut imaginer un petit peu combien, effectivement, ça fait un peu hésiter sur les dépenses. Et effectivement, là, il va falloir argumenter sur je dirais, des considérations de santé publique, en quoi les personnes étant plus observantes du fait d'avoir ces injections, on va limiter aussi ça, plus tout le confort et la qualité de vie qu'on va en avoir. C'est aussi tout ça qui est pris en compte. Troisième petit point que je voulais dire, c'est qu'il a mentionné à la fin de son entretien le fait qu'il y avait possibilité d'avoir des autorisations entre le pré-AMM et post-AMM. Alors, juste, c'est un cas, mais pour dire que ce n'est pas aussi simple. Et je vais le mentionner parce que je fais partie d'un certain nombre de réseaux, et dont la SFLS, Société française de lutte contre le sida. Et donc, nous, on nous remonte un certain nombre de choses également, pour vous dire qu'actuellement, il y a plusieurs patients, en particulier, qui sont sous PrEP, c'est-à-dire prophylaxie pré-exposition, avec la bithérapie, anthracitabine, tenofovir. Et que là, il y avait une personne, plusieurs personnes en France, entre autres, qui ont un problème de rein, ce qu'on appelle une insuffisance rénale, pour lesquels un des produits de l'association est pas indiqué ou pouvait être problématique. Dans ces cas-là, ça pouvait être une bonne indication pour passer au cabotegravir. On a eu l'exemple, encore une fois, c'est anecdotique, mais ça montre un peu combien c'est compliqué. C'est-à-dire que dans ces cas-là, effectivement, on peut s'adresser à la caisse d'assurance maladie de la personne et voir avec le médecin
conseil pour savoir si oui ou non on peut quand même passer au-delà du fait que la cabotégravure en PrEP n'est pas encore actuellement financée. Et dans un cas, le médecin conseil était absolument intraitable. Il a dit il y a d'autres manières qui ont par exemple le préservatif et autres. Et l'autre, c'est passé. Pour vous dire un petit peu que, en fait, il y a plusieurs cas de figure et que les autorisations, il y a une hétérogénéité des modalités, des autorisations en fonction du territoire. Il n'y a pas d'égalité de traitement. Donc voilà un petit peu les différents points et j'acquiesce aussi à ce qui a été dit par Solène. Oui, le temps passe très vite. Il y a tous les enjeux, par exemple, liés au prix du médicament. Ça sera objet d'une autre émission parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je vous propose de faire un dernier tour de table, même pour lancer des idées qu'on pourra développer dans une prochaine émission. Voilà, Solène, est-ce que tu veux continuer? Tu veux les rebondir déjà peut-être à ce qu'Agnès avait dit? Merci, mais effectivement, tu fais bien de rappeler que les enjeux de prix feront l'objet d'une autre émission parce que sinon, j'allais me lancer. Tu allais te lancer? Encore 2 heures d'émission. Juste, effectivement, donc, pour moi, pour conclure, en fait, c'est plus... je voudrais partager des questions et une certaine crainte, en fait, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui politiquement et notamment aux États-Unis. En fait, on s'interroge beaucoup sur les conséquences en fait des décisions de l'administration de Trump sur le parcours du médicament et l'accès aux médicaments en France et en Europe, notamment dernièrement. Donc, l'administration de Trump a décidé de taxer l'importation des produits de santé européens. Nous, en fait, ça nous fait craindre une hausse des prix des médicaments en France et en Europe, puisque suite à ces annonces de Trump, les industriels et vraiment beaucoup d'entre eux se sont emparés en fait de ça pour en fait exiger, revendiquer auprès des institutions européennes et des institutions nationales des pays membres que soient réévalués les prix des médicaments et qu'elles soient réévaluées à la hausse afin de pallier justement les manques à gagner, entre guillemets, les manques à gagner de ces industriels sur le territoire américain. Alors juste pour rappel, effectivement, le marché américain est un des marchés les plus importants, une grosse part des bénéfices des industriels. Pour autant, on est sur des chiffres d'affaires et des bénéfices qui sont tout à fait raisonnables dès lors qu'ils sont proches de ceux du luxe. Bon, ceci étant dit, je voulais... on s'interroge particulièrement sur l'impact que ça pourrait avoir sur le parcours du médicament et notamment effectivement sur le CEPS, donc l'organe qui est chargé de négocier les prix des médicaments avec les industriels, mais aussi sur les autorités administratives qui interviennent avant le CEPS et notamment la Haute Autorité de Santé. Est-ce que, en fait, ça va avoir comme conséquence, par exemple, que la Haute Autorité de Santé soit plus frileuse à accorder des ASMR, des SMR par anticipation, justement, d'une fixation de prix trop élevée puisque, on le rappelle, ce fameux SMR et ASMR qui est fixé par la Haute Autorité de Santé a pour objectif, en fait, ensuite au niveau est repris par le CEPS pour fixer le prix du médicament. Et plus la SMR est haute, plus l'industriel peut demander un prix élevé, et plus la SMR est basse, plus l'industriel est dans une position un peu plus compliquée pour demander un prix élevé. Voilà, juste quelles conséquences de la politique américaine sur le parcours du médicament en France et en Europe. Voilà, on s'interroge.
Oui, on n'arrête pas de se demander dans cette émission justement toutes les conséquences que cette nouvelle politique porte aux patients. Agnès aussi, avant de nous quitter, peut-être tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors moi je vais aller sur une autre direction qui me tient à cœur. Alors, c'est le fait que l'accès à ces nouvelles formes de médicaments, que ce soit en PrEP ou en traitement en tant que tel pour les personnes séropositives, en fait, est pour l'instant, on pourrait dire assez limité. Et je pense en particulier, je m'occupe de plusieurs associations, et en particulier une qui accueille des femmes issues de la migration, et pour lesquelles elles aimeraient bien avoir accès à ces produits, et pour lesquels les connaissances, en tout cas, peut-être aussi un peu de frilosité. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses. L'accès à ces produits n'est pas encore possible parce que elles sont... le fait qu'elles soient en âge de procréer fait que, malgré leur souhait, c'est encore compliqué de donner le cabotegravir chez ces femmes. Alors que, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'informations à faire auprès des patients, sous forme très pédagogique, sous forme la plus, qu'on pourrait dire, de plusieurs manières. Les émissions comme celle-là peuvent aider, mais également l'éducation thérapeutique. Alors, je prêche un peu pour ma chapelle parce que je suis beaucoup là-dedans, mais on fait des ateliers collectifs, des séances individuelles, et on peut tout à fait expliquer. Moi, j'ai toujours pensé que plus les personnes s'emparent et s'approprient le savoir, mieux, en plus, elles sont des acteurs à part entière de leur santé, de leur parcours de soins, de leur parcours de santé et dans la société. Et donc là aussi, je pense qu'il y a beaucoup à faire et pour élargir l'accès à toutes les personnes pour ces nouvelles formes qui sont absolument intéressantes pour la vie avec le VIH. Voilà. Merci. Merci beaucoup à Agnès Certain. Merci beaucoup Solène Bazin d'être venue à vivre avec les VIH. À bientôt. Au revoir.